sur Facebook, ce sera de meilleure qualité. Voilà, donc là, normalement, on est sur Facebook. On est bon sur Facebook? Voilà, coucou Ouais. Facebook. Bonjour Facebook, salut tout le monde. Voilà, donc on va démarrer, la conférence. Allez, Donc ici, vous êtes dans la boutique de Jack et Dolly Lyon 7e. C'est une boutique dédiée uniquement, aux chiens et aux chats, et au mois de juin 2023, nous fêtons nos 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on a ouvert, cette boutique et ça faisait, 4 ans auparavant, donc ça fait 10 ans qu'on est dans le monde du chien et du chat, puisqu'on travaillait avec des éleveurs et on faisait beaucoup d'expos canines, et félines le week-end. ouais. Et Florent, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi, je m'appelle Florent Ducourtil et du coup, je suis éducateur canin. L'entreprise que j'ai fondée, ça s'appelle Chien Bleu, éducation canine. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis dans le métier. Alors, j'étais dans l'éducation à titre personnel avant de me lancer en tant que professionnel. Ça fait, avant ça, j'ai éduqué des chiens pendant 15 ans. Mais là, voilà, là, je suis professionnel depuis 2 ans et demi. Et donc, j'ai une formation, du coup, j'ai un diplôme d'État, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des compétences qui sont vraiment, comment dire, qui ont été mis à l'épreuve du terrain et qui tiennent le coup. Et donc, c'est pour ça que bah, je suis là pour aider les propriétaires de chiens dans leur relation avec leurs chiens, et notamment en donnant ces conférences sur des sujets généraux pour que tout un chacun puisse avoir des informations sur ce que fait le chien à la maison et sur donner des petits tips un petit peu sur comment on va faire pour gérer tous ces problèmes-là. Et évidemment, quand il y a des problématiques un petit peu plus importantes, et du coup, je suis là pour aider en personne. Et donc on va démarrer la conférence, tout de suite, Voilà. mais ta formation, elle a duré combien de temps? Alors, c'est la plus grosse formation qu'on peut trouver sur le marché puisque c'est celle qui est faite par l'État, elle dure 8 mois. Donc c'est un brevet professionnel. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde du chien, on peut être autorisé à travailler avec du chien en faisant un certificat qui s'appelle l'ACACET qui dure 3 jours. Voilà, donc ça donne pas forcément toutes les compétences requises. Et quand on est un peu sérieux dans sa démarche, il y a le BP qui est fait par l'État. Alors après, on va pas se lancer dans ce débat-là, mais il y a plusieurs BP en France, donc en fonction de là où on est, on n'est pas formé pareil. Et il y a aussi beaucoup de formations privées. Il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Donc voilà, pour ceux qui veulent se former, à vous de bien choisir là où vous allez, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans Facebook, Instagram ou dans le live que vous voyez, si le son est correct et si, l'image est correcte? Voilà, ça, c'est vrai que On a fait des tests avant de démarrer, normalement c'est bon. on va espérer qu'on m'entend bien, effectivement, parce que Voilà. c'est le but. Alors, on va démarrer, tout de suite. Donc, Florent, la prédation, ses origines, ses mécanismes et comment la gérer. Ouais. Donc on attaque, le sommaire, la prédation. Bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est la prédation? Parce que si on parle d'un sujet, il faut déjà un petit peu savoir de quoi on parle. Alors, ça pourrait se résumer en une phrase. Qu'est-ce que c'est que la prédation? Là, aujourd'hui, on parle des chiens, donc c'est l'action d'un chien de poursuivre quelque chose. Ça peut être soit un objet inanimé, comme une balle, un vélo, une voiture, soit un être vivant, comme un pigeon, une souris, un chat, un autre chien, un enfant, etc. Voilà. Donc, si on voulait faire court, la prédation, c'est ça. C'est l'action de poursuivre quelque chose. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se manifeste chez nous la plupart du temps. Et la raison pour laquelle on fait cette conférence aujourd'hui, c'est que souvent, ces comportements peuvent être problématiques pour la sécurité des autres et pour la sécurité du chien. Donc voilà un petit peu comment se manifeste la prédation à notre niveau à nous. Alors, donc là, c'est, les origines et Oui, dans le sommaire, tu nous as marqué la base des racines des de la races canines. exactement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut comprendre que la prédation, c'est un comportement qui est génétiquement très ancré chez les chiens. C'est ce qu'on appelle un patron moteur. Alors, j'y reviendrai ensuite parce que c'est un terme un petit peu technique, Oui, mais pour vous donner une idée un petit peu de là où je vais, il faut comprendre que, donc, pareil, là je rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs scénarios de la domestication. Aujourd'hui, on va en retenir un. C'est celui qui veut que nos ancêtres, quand ils ont vu les canidés sauvages, notamment les loups, ils se sont dit, tiens, eux, ils sont bien doués pour la chasse. Et ils se sont dit, nous, on aimerait bien s'approprier ces qualités-là. Et donc, ils ont commencé à travailler sur des canidés sauvages pour en faire ensuite une espèce domestique qui sont les chiens d'aujourd'hui, pour des raisons de chasse, justement, parce que la prédation, c'est de la chasse. Donc, quand je dis que la prédation est à la base des races canines, c'est que
C'est une des grandes raisons pour lesquelles on a domestiqué des chiens, parce qu'ils savaient chasser. Voilà. Donc, c'est un patron moteur qui est génétiquement très, très ancré dans tous les chiens. Voilà. C'est ça, il faut bien le comprendre, c'est quelque chose qui est fondamental, en fait, puisque c'est une des raisons, ou c'est la raison de base pour laquelle on a créé des chiens, c'est parce qu'ils savent chasser. Oui, c'est dans leur génétique. C'est ça, exactement. Alors, la deuxième itération sur le sommaire, c'est un patron moteur complexe. Parce que nous, ce qu'on voit, quand on voit un chien qui poursuit quelque chose, c'est qu'une partie d'une séquence de prédation. Pour comprendre un petit peu ce que c'est, ce patron moteur, il faut comprendre qu'il a plusieurs séquences. Un chien, on va dire un canidé en milieu naturel, quand il chasse quelque chose, en fait, il y a plusieurs phases. Alors, il y a des variantes, mais je vais donner une version de base qu'on comprenne. Un canidé, quand il a faim, il va se mettre à chasser, parce que c'est ça qu'il fait dans la vie. Donc, la première chose qu'il va faire, il va y avoir une phase de recherche. Donc, il va chercher un animal. Et pour ça, soit il est relativement chanceux, il va tomber dessus, donc c'est son sens visuel qui va s'activer, soit dans 90% des cas, il va utiliser son nez. D'accord ? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver une piste avec de l'odeur, et cette piste, il va la remonter. Ça, c'est la deuxième phase, c'est la phase de traque. Okay, donc, phase de recherche, phase de traque. Ensuite, quand il remonte la piste jusqu'au bout et qu'il arrive effectivement jusqu'à l'animal, il y a une phase d'arrêt, donc il va s'arrêter. Il va y avoir une fixation oculaire, il va fixer l'animal devant lui, le temps de prendre une décision. Si l'animal est tout seul, il va assez rapidement commencer une poursuite. S'il est relativement intelligent ou par exemple, si on parle d'un chat, on va avoir une phase d'approche. Tous les gens qui ont des chats ont déjà vu ça. Le chat, il s'approche très doucement, hop, il saute dessus. Ça arrive, aucune idée de faire ça, mais généralement, ils sont un peu plus francs dans leur approche. Ils vont commencer directement la poursuite sans essayer de se camoufler pour arriver au plus près. Et dans le cas où le chien a affaire à un animal qui est en troupeau, cette phase de poursuite, elle va être un peu différente puisqu'il va d'abord isoler un animal du troupeau afin de le poursuivre exclusivement. Voilà. Si tu as passé les slides, tu verras qu'il y a une image, notamment, on voit des loups autour d'un bison. Oui. Voilà. Donc, c'est l'idée. C'est que l'idée, donc les loups, en fait, ou les canidés sauvages, parce qu'il n'y a pas que les loups, ils vont isoler l'animal quand il fait partie d'un troupeau. Et donc, il y aura cette phase de poursuite. Et après la phase de poursuite, il va y avoir soit, pour les très, très gros gibiers, par exemple, comme le bison, une phase de fatigue et de harcèlement jusqu'à ce que la proie s'épuise. Soit, quand on chasse des gibiers qui sont, on va dire, moins résistants, comme une biche, comme un chevreuil ou comme un lapin, il va y avoir directement une phase de prise, ensuite une phase de mise à mort, une phase d'éviscération, bref, je vous passe les détails, et après il y aura consommation et ou, on va dire, rapatriation de la prise jusqu'à la tanière ou pas, ça dépendra de la géographie de l'endroit, mais en gros, la phase de prédation, ça va de cette phase de recherche jusqu'à la phase de mise à mort. Okay. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, nous, donc, on s'est servi de toute cette séquence de prédation pour faire de la sélection et pour isoler certains comportements. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est par exemple le chien de berger. Donc, son métier, c'est de rassembler les moutons. D'accord ? Ouais. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait ? Si j'image ça un petit peu, on a pris nos petits ciseaux génétiques et on a coupé dans ce patron moteur les parties qui ne nous intéressaient pas. Quand on travaille avec un chien sur des moutons, la plupart du temps, on n'a pas trop besoin qu'il les cherche. On sait à peu près où ils sont. Donc, la phase de recherche, elle est amoindrie. Donc, on l'enlève en partie. La phase de mise à mort, elle ne nous intéresse pas du tout. Donc, on l'enlève complètement. La phase d'arrêt, elle nous intéresse un peu moins, même si elle reste présente. Ce qui va nous intéresser, c'est le chien de berger, c'est cette phase de poursuite et notamment cette capacité à faire le tour d'un troupeau. Alors, dans la phase de chasse, c'est pour isoler un animal. Là, on va dévier ce comportement pour faire en sorte que le chien sache faire bouger un troupeau. Et c'est comme ça qu'on obtient un chien de berger. J'ai parlé d'une phase d'arrêt tout à l'heure. On a des chiens, textuellement, ça s'appelle des chiens d'arrêt. Chez eux, on a supprimé, en tout cas, on a bien amoindri la phase de poursuite. Par contre, on a maximisé cette phase d'arrêt parce que ce qui nous intéresse, par exemple, chez un pointeur ou chez un braque, c'est qu'il fasse cet arrêt qui est très, très prononcé pour indiquer au chasseur où est le gibier, pas bouger. Donc, voilà, il faut comprendre qu'en fait, nos races, elles sont en majorité issues de ces phases de comportement qu'on a plus ou moins sectionnées en fonction de nos besoins. Il y a des animaux, par exemple, comme le beagle, qui est très commun aujourd'hui, tout le monde connaît le beagle. Le beagle, lui,
contrairement à beaucoup de chiens, il va garder une phase de prédation qui est quasi complète. On a vu sur une des photos des slides que tu as dû passer un équipage de chasse à courre. Le beagle, c'est ça, c'est un chien de chasse à courre et qui est là en fait pour chasser l'animal. Lui, la seule phase qu'il n'a pas, c'est de manger le gibier, parce que si on chasse et que le chien mange le gibier, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Donc, du coup, lui, il a une phase quasi complète. Il va rechercher. Alors, chez lui, en plus, on a développé la phase de vocalisation. Le beagle, comme tous les chiens de chasse à courre, il va énormément vocaliser pour indiquer où il est ou ce qu'il fait, ou ce qu'il poursuit. Les gens qui font de la chasse à courre, en suivant la vocalise du chien, ils savent si le chien il poursuit un cerf mâle ou un cerf femelle. Quand c'est une femelle, comme ils ont interdiction de le chasser, ils rapatrient la meute, par exemple. Donc voilà, en fonction de la sélection, on va amoindrir ou agrandir, ou en tout cas mettre plus d'importance sur ces différentes phases de comportement. Et c'est toute cette phase de comportement de prédation qui va constituer la très grande majorité des races canines auxquelles on a accès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre comment fonctionne la prédation, parce que c'est ce qui est à la base de ce que font nos chiens. Moi, par exemple, j'ai un berger allemand. Le berger allemand, il a encore des phases de prédation, notamment un chien qui travaille en sécurité. Il y a une partie de son travail en mordant qui va s'appuyer sur les mécanismes de prédation. Quand il se jette sur un homme d'attaque à distance, quelque part, il fait un peu de la prédation, parce qu'il court après quelque chose. Voilà. Cette sélection, Ça se fait depuis très longtemps, ça s'est fait pendant des milliers d'années. Et alors après, aujourd'hui, on crée des races très rapidement parce que le chien, il est très prolifique et il a une dégénération qui sont très rapides. Donc, on va créer des races très rapidement, on va les modifier, mais de toute façon, les sélections d'aujourd'hui, elles ne s'orientent plus du tout là-dessus. Elles s'orientent surtout sur des aspects esthétiques. La sélection d'aujourd'hui, c'est de l'aspect esthétique. Et ce qui fait que, et c'est ça la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde oublie qu'au départ, nos chiens, ils ont un métier, que ce métier est très souvent en relation avec la prédation et que quand on ne respecte pas ces besoins-là, ça pose des problèmes. Et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Alors, si on maintenant, passe au mécanisme et à la gestion de la prédation, voilà, la gestion du stress. alors justement, on va passer, mais juste avant ça, il y a un petit onglet qui est l'auto-renforcement et qui est très important à évoquer. C'est que la plupart du temps, ce que je dis à mes clients, c'est qu'un comportement canin, c'est rarement quelque chose de stable. C'est soit quelque chose qui augmente ou qui diminue. C'est-à-dire que c'est comme une espèce animale dans un système darwiniste. Darwin nous disait qu'une espèce dans un milieu, si elle est efficace, elle prolifère. Si elle n'est pas efficace, elle s'éteint. Mais en fait, cette analyse-là, on peut l'affiner jusqu'au comportement lui-même. C'est-à-dire que si un comportement rapporte quelque chose à un chien, il va l'augmenter. Si ça lui rapporte rien ou si ça lui rapporte quelque chose de négatif, il va le diminuer. Si on veut prendre un exemple qui nous concerne ce soir, un chien qui est derrière une clôture, qui a des vaches derrière chez lui, qui a bien envie d'aller leur courir après, si la clôture n'est pas trop haute, bah, il va y aller. Mais si demain, le propriétaire, il met un fil électrique, le chien, il va s'électrocuter, donc il va se dire, bah tiens, escalader la barrière, c'est pas une bonne idée. Et si la première fois, il n'a pas compris, à partir de la deuxième, il va comprendre. Donc là, il se dit, ah, bah ça, c'est négatif. Donc, il va diminuer le comportement d'escalader la clôture parce que c'est douloureux pour lui. Et donc, voilà. Donc, ce mécanisme-là à comprendre, quand ça rapporte quelque chose, ça augmente. Quand ça rapporte rien, ça diminue. Il est important parce qu'il gère tous les comportements canins, à l'exception de la prédation. Pourquoi? La prédation, elle est tellement ancrée génétiquement chez le chien que, en fait, c'est un comportement qui est auto-satisfait. C'est pour ça qu'on parle d'auto-renforcement. Dans la logique que je vous ai donnée, si un chien poursuit un chat, le chat de la maison, et qu'il attrape jamais le chat, il va arrêter parce qu'il dépense de l'énergie pour rien. Sauf qu'en fait, la prédation, c'est tellement rigolo que pour chasser le chat, c'est rigolo en soi. Donc, même si je ne l'attrape pas, eh ben, ça va être sympa pour moi de le poursuivre. Donc, plus je vais le poursuivre, plus je vais avoir tendance à avoir envie de le poursuivre. C'est pour ça que c'est auto-renforcé. Donc, un comportement auto-renforçateur, plus il se produit, plus il a tendance à se produire. Okay. Donc maintenant, on arrive à ce que tu disais. Quels sont les mécanismes de la prédation? Qu'est-ce que ça met en place? C'est là qu'on va rentrer dans une partie un peu technique. Alors, petit disclaimer, là, on va parler un petit peu de biologie et de physiologie. Moi, je ne suis pas veto, donc pour ceux qui auraient envie de pousser un petit peu plus loin l'analyse, il faudra demander du coup à un veto, à un professionnel de santé, et notamment un professionnel des sciences neurologiques, parce que là, du coup, on sortira de mon champ de compétences. Okay. Alors, mais je pense que ce soir, tu dois nous donner suffisamment de bases pour comprendre. Oui, je vais d'ailleurs essayer de ne pas aller trop dans la finesse non plus, histoire de ne pas perdre tout le monde. Mais alors,
L'idée, c'est de comprendre comment la prédation, ça marche. La première chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de comprendre le mécanisme du stress. Pourquoi? Parce que la prédation, ça génère du stress. Et pour qu'on comprenne bien ce que ça implique, je vais parler du stress, mais pour l'humain, pour qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, en fait, c'est une réaction d'éveil de l'organisme qui nous sert à la base, nous et tous les autres animaux, à éviter un danger, À se défendre. voilà, à se défendre ou à obtenir quelque chose qui nous fait très envie. Je redonne un exemple un peu sur mon arme de Cro-Magnon. Si moi je suis chasseur-cueilleur, je suis en train de cueillir mes baies, si je m'aperçois que je suis en train de me faire observer par un tigre à dents de sabre, ça va m'activer du stress parce qu'il va falloir que je m'enfuis. Donc là, je vais avoir un état d'éveil très fort qui va me permettre d'activer mes muscles de façon plus puissante qu'à l'accoutumée pour me barrer. Et d'un autre côté, si je suis en train de chasser une gazelle et qu'elle passe tout près de moi, je vais aussi avoir un accès de stress à ce moment-là, au moment de lancer mon javelot, parce que je ne veux pas me louper. Même à ce moment-là, je n'ai pas peur. Je ne suis pas dans quelque chose de négatif, je suis dans quelque chose de positif. Je veux quelque chose. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cette idée du stress positif et du stress négatif. C'est-à-dire que le stress, il peut être provoqué par de la peur, par des sentiments négatifs, et par des sentiments positifs avec des choses qui font beaucoup envie. Et c'est le cas notamment de la prédation. La prédation, ça va générer du stress chez le chien. Alors du stress positif parce que ça les excite très fort, ça leur plaît beaucoup. Donc quand il court après le chat, Quand ils courent après le chat, quand ils courent après la balle, quand ils courent après la voiture, quand ils courent après le vélo, ça enclenche de la prédation. Et alors, et ça enclenche du stress. Et le stress, qu'est-ce que ça fait? Ça a un sous-produit, donc cette activation comme ça de l'organisme, ça produit donc une substance qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est un produit qui va mettre longtemps à s'évacuer. C'est des déchets en fait. Et la présence de cortisol, en fait, elle va nous mettre dans un état, entre guillemets, un peu de stress. C'est-à-dire qu'elle va entretenir un petit peu cet état où on est un petit peu, je vais mettre des guillemets, un peu sur les nerfs. Ce qui fait qu'un chien qui produit beaucoup de cortisol parce qu'il fait beaucoup de prédation et qui produit régulièrement et donc qui ne laisse pas au cortisol le temps de s'évacuer, en fait, il va avoir des difficultés dans son apprentissage. Il sera moins disponible parce qu'il sera moins calme. Il sera plus en phase avec ses émotions, donc il réagira plus fort. Il aura moins de capacité à se calmer et à réfléchir. c'est ce qu'on voit pour les chiots, peut-être? Alors, ça peut se produire chez les chiots. Parce que les chiots sont un peu foufous. Oui, alors là, on rentre sur un sujet qui est connexe, hein, mais qui est le manque d'autocontrôle. Et donc, même sur un chien qui a des autocontrôles, s'il fait de la prédation tout le temps, il va perdre ses autocontrôles, ils vont s'amoindrir. Donc, ta réflexion est juste. Parce que chez les chiots, ils ne sont pas encore présents, mais chez des chiens, ces autocontrôles, en fait, vont se dégrader si on a trop de cortisol tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est bien important à prendre en compte. Ensuite, on a les effets sur l'organisme. Donc, on sait que la prédation produit du stress. Le stress, ça produit du cortisol. Ça, c'est un sous-produit. Mais la prédation, ça produit un certain nombre de substances dans l'organisme. Et ces substances, c'est quoi? Donc, on a l'adrénaline. Voilà, donc tout le monde sait ce que c'est que l'adrénaline, c'est une substance qui nous sert à nous activer très fort. La noradrénaline, qui est un produit connexe. On a l'endorphine, qui est l'hormone du plaisir. Et ensuite, on a la dopamine. La dopamine, la racine du mot devrait un petit peu activer quelque chose, c'est une hormone qui est responsable de l'addiction. Et alors, le problème de la prédation, c'est qu'en fait, comme c'est un comportement qui est présent de base chez tous les chiens, donc il est là, quelle que soit la race de chien, c'est un comportement qui peut s'activer. Et en fait, comme je disais, il est auto-renforcé parce qu'il est génétiquement très imprimé, mais comme en plus il produit ces substances-là, ces substances, en fait, c'est de la drogue. C'est littéralement de la drogue. Un chien qui fait régulièrement de la prédation, il va avoir besoin de refaire de la prédation. Il va vraiment avoir besoin, comme un drogué, c'est là exactement. C'est une addiction. C'est une addiction, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, notamment à cause de ce cocktail-là de substances qui se produit dans le cerveau. Et c'est là où on va rentrer dans un cercle vicieux. Parce que jusqu'à présent, moi, ce qu'on vient de dire là, c'était à peu près l'étendue de ma connaissance sur la chose. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un spécialiste de ce sujet-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui sont concernés par ce type de problème. Et j'ai appris une chose supplémentaire, et là, tu vas arriver sur un petit schéma, normalement, où il y a un cerveau. Oui. Voilà. Et on voit, sur le cerveau, on voit une petite zone en surbrillance qui est l'hippocampe. Oui. D'accord ?
excusez-moi du coup le langage, mais ça les rend cons les chiens. Je leur disais: «Ça les rend débiles» et en fait, bah, je savais pas à quel point j'avais raison. Je vous explique, l'hippocampe, donc c'est comme je disais, quelque chose qui est une partie du cerveau qui est chargée de gérer la mémoire et donc les apprentissages et en fait, ce qu'on a découvert récemment, c'est que des hautes doses de cortisol à répétition vont endommager cette partie du cerveau. Donc en fait, textuellement, comment dire? Un excès de prédation et donc un excès de Le production de cortisol. cortisol. Alors après, le cortisol, il peut être aussi produit par autre chose. C'est si on a un chien qui a très, très peur, parce qu'il n'est pas habitué, enfin bref, il peut aussi produire du cortisol à haute dose, pas parce qu'il fait de la prédation, mais parce qu'il est dans des situations qui sont très stressantes pour lui, hein. Donc, mais là, on parle de la prédation ce soir. Donc, un excès de cortisol, ça va endommager l'hippocampe. Donc, en fait, ça va aussi endommager les apprentissages qui sont déjà acquis. Donc, un excès de cortisone, on va dire, rend l'apprentissage de nouvelles choses compliquées, mais à haute dose, ça peut aussi endommager les connaissances qui sont déjà acquises. Donc, textuellement, trop de prédation, ça les rend cons. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller trop loin, ça les rend bêtes. Ça les Donc, abrutit. voilà, ça les abrutit textuellement. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Et c'est là qu'on peut rentrer, alors c'est rare, mais ça peut arriver dans un cercle vicieux qui est très compliqué du coup, parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on a un chien qui fait beaucoup de prédation, il est addict à sa prédation, il a besoin de sa dose, d'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe s'il ne l'a pas? Eh ben, il va stresser. Donc, il va générer du cortisol quand il n'a pas sa prédation, et il va en générer quand il a sa prédation. Donc là, du coup, quand on a des chiens, notamment, je pense à des propriétaires de border collie qui passent leur temps à acheter des balles aux chiens, on a des chiens qui ont difficilement du contrôle d'eux-mêmes et qui, quand ils n'ont pas leur prédation, deviennent zinzin. Parce que du coup, ils sont sous cortisol tout le temps et ils ont du mal à se calmer. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre. Alors maintenant, on va essayer de voir comment ça peut se gérer, tout ça. Et alors la première question, c'est est-ce qu'on peut éteindre ce comportement? Et ben en vérité, sur un chien tout seul, non. On n'éteint pas la prédation sur un animal. On peut la réduire efficacement si on a pris ses précautions avant et s'il n'est pas déjà drogué. C'est-à-dire que s'il est hyper drogué à la prédation, ce qui est le cas des miens, ça va se gérer, mais avec des résultats qui vont être mitigés et qui vont prendre du temps à obtenir. Alors que si on est au courant de ces choses-là dès qu'on a un chiot, on va déjà pouvoir, comment dire, gérer les choses un peu mieux du départ pour moins imprimer ces circuits dans le cerveau qui sont moins bons. Alors après, ça va aussi dépendre du chien. Comme on l'a vu, je l'ai dit, tous les chiens sont concernés par la prédation. Mais s'il y a bien un moyen d'éteindre, ou en tout cas de diminuer à un grand maximum la propension à faire de la prédation, c'est de faire de la sélection. Donc sur un chien tout seul, on va avoir du mal à éteindre le comportement. Par contre, sur des générations de chiens, on va pouvoir, si pas le supprimer complètement, le diminuer très fortement. Notamment, il y a certains groupes de chiens qui sont assez peu sujets à la prédation. Je prends par exemple les chiens du groupe 2, qui sont les molosses. Je sais pas, on prend le matin napolitain, le bulldog, etc. C'est des chiens qu'on voit assez peu faire de la poursuite. Alors, il y a toujours des exceptions, hein. Moi, j'ai un client qui a un boxeur qui fait de la prédation à fond, parce qu'il a que ça à faire. Mais en général, c'est des chiens qui ont moins de prédation, parce qu'ils sont beaucoup moins faits pour ça. Ces chiens-là, ils sont moins sélectionnés Mais là, pour faire de la préda. tu parles de d'extinction du comportement, Oui, de prédation. de prédation auprès de enfin, avec des générations. Oui. Mais là, si nous, on a un chien, Alors justement, j'y viens. Et bah, si on est au courant de ça et que déjà on se dit: «Ouh là là, bah, moi un chien qui poursuit des trucs tout le temps, ça m'intéresse pas trop». La première chose qu'on peut faire déjà, c'est s'orienter sur un chien qui fait peu de prédation à la base. Ça rend la chose plus facile. Donc notamment, on va avoir, bah, les chiens du groupe 2, les puis petites et puis races, on aura aussi les chiens du groupe 9, comme par les chiens exemple de compagnie. voilà, les chiens de compagnie. Alors après, pareil, ça se mitige. Par exemple, le cavalier King Charles, voilà, ça descend d'un épagneul. À la base, c'est un chien de chasse. Voilà. Mais on a fait de la sélection sur ce chien-là Moins vigoureux. pour que ce soit beaucoup plus tranquille et beaucoup moins présent. À l'inverse, si on prend un chien de chasse, type braque allemand, bon bah, c'est un chien qui va faire de la prédation. Il est fait pour ça. Voilà. Si on prend un berger, c'est un chien qui va faire de la prédation. C'est pareil, il est fait pour ça. Voilà. Si on prend un lévrier, hein, le lévrier, c'est le roi de la poursuite. Lui, il est fait pour faire de la chasse à vue, pour poursuivre un lièvre à la visu. Donc lui, dès qu'il y a un truc qui bouge, court après. C'est imprimé très très fort dans son cerveau. Donc déjà, la première chose,
si on veut se prémunir de ça, c'est peut-être déjà de commencer à choisir le chien. Mais si on a déjà le chien. Alors, si on a déjà le chien, la première chose déjà, c'est de comprendre que le cerveau du chien, il est très malléable, jusqu'à 6 mois. Donc, la première chose, c'est déjà, si on a un chiot, on évite de faire de la prédation ou d'encourager et de lancer souvent la balle quand on a un chiot petit. Parce que du coup, on va imprimer très très fort les circuits de la prédation et ça sera beaucoup plus difficile de la réguler ensuite. Alors après, et c'est là où on rentre un petit peu dans le débat, il y a plusieurs, chez les éducateurs, il y a plusieurs écoles. Il y a des éducateurs qui prennent le problème au pied de la lettre et qui ont bien conscience de la qualité auto-renforçante du comportement et qui donc vont dire à leurs clients, eh ben, il faut plus faire de prédation du tout. Donc on interdit la balle, on interdit le bâton, voilà, on interdit aux chiens de courir après les vélos, etc., etc. Dans l'idée, c'est bien. C'est-à-dire que, ok, vu que c'est auto-renforçant, si on n'en fait pas, on diminue au plus possible les chances que le comportement se produise, donc on se protège. Alors qu'à la vérité, ben, moi, ce que je pense, en tout cas, en tant qu'éducateur, c'est qu'on ne vit pas dans une bulle. On ne peut pas contrôler toujours l'environnement. Donc, en fait, le chien, il va être soumis à de la prédation, qu'on le veuille ou non. Un jour, il va croiser un chat. S'il se balade en ville, il va croiser un pigeon. S'il se balade même en campagne, il va croiser un enfant sur une trottinette, sur un vélo. Donc, en fait, il y aura toujours des incitations à la prédation. Donc, au lieu de dire on supprime toute la prédation de sa vie parce qu'en fait, on ne sera pas capable, l'idée, c'est de dire je vais t'apprendre à gérer. Et pour ça, eh ben, en fait, il faut en faire de la prédation, mais un petit peu. Orienté. Voilà, il faut l'orienter. Et quand on a un chien qui produit déjà beaucoup de prédation, on va apprendre à la réguler. Alors, la première chose, déjà, pour le moins s'embêter possible avec la prédation, ça va être surtout de gérer les autres besoins. On avait fait la dernière fois une conférence là-dessus, on avait parlé des besoins fondamentaux. Et on avait dit que le chien, il avait plein de besoins, en fait, dans sa vie. Et il y a un comportementaliste qui est assez célèbre, qui s'appelle Joël de Haas, qui a fait une opération toute simple, qui a dit, en fait, les comportements d'un chien, c'est une addition. C'est-à-dire qu'un chien, dans une journée, il va aboyer, il va poursuivre un vélo, il va jouer avec son propriétaire, il va dormir, etc., etc. Il va jouer avec des chiens. Tout ça, ça représente une addition de comportements qui arrive à un résultat, à la fin, une somme. Et cette somme, en général, elle est constante. C'est-à-dire que, mettons que le chien, il a besoin entre 5 et 7 heures d'activité. Et il a toute une série d'activités qu'il va avoir du coup, sur sa journée qui va représenter toujours la même somme. Et ben en fait, la première idée, c'est déjà de gérer ces besoins-là pour leur faire prendre plus de place, pour que le besoin de prédation il ne se substitue pas aux autres besoins. Parce qu'en fait, comme le chien, il a une très grosse propension à faire de la prédation, pas bouger. On a un chien qui tousse à côté et Fenrir se demande ce qui se passe. Et alors du coup, comme le chien, il a une très grosse propension à faire de la prédation, il va s'orienter sur cette activité-là s'il n'a rien d'autre à faire. Donc en fait, si on gère les autres activités, si on lui donne beaucoup d'autres activités, notamment des activités qui vont lui apprendre à être calme et à utiliser son cerveau, on diminue d'autant plus la propension qu'a le chien à produire naturellement de la prédation. Alors après, la prédation, surtout chez toutes les races qui ont tendance à en faire, c'est un comportement qui est irréductible à un certain point. Donc, ce restant de prédation, soit on essaye de le supprimer et ça ne va pas être facile, on peut y arriver de temps en temps, soit du coup on va le réorienter. Et pour ça, du coup, on va travailler, on va faire des exercices. Et c'est là où en fait, il faut comprendre certains concepts. Je vais parler notamment de la balle, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde a des bergers ou d'autres types de chiens, et on a beaucoup tendance à lancer la balle, et on ne sait pas à quel point ça peut être délétère pour nos chiens. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire de la répétition. On lance sa balle, on lance sa balle. Le chien rapporte. Il y a même des border collies qui arrivent et qui lancent la balle au propriétaire pour que ça reparte plus vite. À quel point ils sont drogués, quoi. Vraiment, ils ont besoin de leur shoot. Et bien en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va apprendre à gérer tout ça. Donc la première chose à se dire, c'est que déjà, il faut apprendre au chien, comme il y a de la prédation, c'est ce que je disais, partout autour de nous, on va lui apprendre à gérer. Donc on sait que la prédation, ça provoque une montée en émotion. Et bien nous, ce qu'on veut, c'est lui apprendre à monter, mais pas trop haut, et surtout lui apprendre à redescendre. Voilà. Alors comment on fait ça ? Alors comment on fait ? Et ben on va gérer des exercices. Déjà, on prend un chien, une balle, on lui lance la balle. Normalement, si le chien a compris un peu le but de l'exercice, il sait rapporter. Donc, si on lance la répétition, comme j'ai dit, c'est pas bon.
Donc la première chose à faire, ça va être de prendre sa balle, de lui montrer qu'on a la balle, et de regarder où est-ce qu'il pose son regard. La plupart du temps, il va la poser sur l'objet. C'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, nous, on va lui montrer la balle, et lui, il attend qu'on la lance, puisqu'il sait qu'on va la lancer. Puis on va pas la lancer. Alors il va se poser des questions. Alors déjà, quand il se pose des questions, on est déjà en train d'entériner De baisser de la baisser pression. parce qu'il se met en réflexion, il se pose des questions. Alors après, si on le fait trop, il peut monter en frustration du coup pour remonter du stress. Mais l'idée, c'est qu'à un moment, il va nous regarder pour nous poser la question bah, pourquoi tu lances pas la balle? Et en fait, nous, c'est ça qu'on veut. On va valider le regard sur nous. Si tu veux qu'on fasse des choses ensemble, ce qui t'intéresse, c'est pas l'objet, c'est moi. Parce que c'est moi qui provoque le jeu. C'est pas l'objet, le jeu. L'objet, c'est que le vecteur. Le jeu, c'est moi. Donc l'idée, c'est que le chien vous regarde. Ensuite, une fois que le chien vous regarde, vous lancez pour qu'il comprenne que c'est en vous regardant vous qu'il va valider le lancer de balle. Une fois que ça c'est acquis, on va être un peu sadique entre guillemets. Une fois qu'il sait bien nous regarder, on va lancer la balle, mais on va pas lui lancer. On va faire semblant. Oh là là. On va faire semblant. Et alors lui, du coup, il va partir comme une bombe. Et oui. Puis au bout d'un moment, il va se dire bah elle est pas là la balle. Puis du coup, il va nous regarder. Puis lui, on va lui montrer. Bah elle est là la balle. En fait, je l'avais pas lancée. Ah merde. Il revient et on refait. Et du coup, il repart. Et on Puis après, refait. on lui remontre. Mais on refait, on revoit, On renvoie toujours pas, toujours pas. Et en fait, à un moment, quand on va faire semblant de lancer, il va pas partir. Il va rester là, faire oh, ça fait 4 fois qu'il me prend pour un 1, ce coup-ci, je vais voir. Et en fait, une fois qu'il part pas, c'est qu'il comprend qu'il doit se concentrer sur nous. Et là, on lance. Parce que là, en fait, le chien, il est en train de comprendre que, en fait, c'est pas l'objet. L'intérêt, c'est l'humain. Et en fait, nous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si le chien il est toujours concentré sur l'objet, dès qu'il y a l'objet, il va monter en tension. Alors que là, comme c'est nous, on est tout le temps là. Donc on est beaucoup moins du coup vecteur. Alors après, il fera l'association. Humain plus balle égale jeu. Hein, il va la faire, l'association. Mais il comprendra qu'il doit se concentrer sur l'humain. Donc déjà, ça va baisser. Ensuite, ça va être à nous de gérer. Donc, une fois que le chien a quelques apprentissages, on va demander des choses, en fait, pendant le lancer de balle. C'est-à-dire qu'on lance la balle, et peut-être avant, on aura demandé assis. Et peut-être on aura demandé pas bouger. Donc le chien va devoir se contenir. Après, on va le libérer, il va pouvoir aller chercher sa balle. Des fois, si on lance suffisamment loin, peut-être qu'il ne l'aura plus en visuel, donc il va devoir la chercher. Donc là, au lieu d'être sur des mécanismes de poursuite qui sont très producteurs des hormones qu'on a vues tout à l'heure, hein, l'endorphine, l'adrénaline, etc. Là, il va devoir chercher, donc il va se remettre en réflexion. Donc il va, comme s'il n'est pas efficace parce qu'il est trop excité, il ne va pas trouver, il va être obligé de lui-même de baisser son niveau d'excitation, il va commencer à réfléchir. Oui, on le force à réfléchir. Et en fait, on va le forcer à réfléchir. Et c'est tout l'objet de ce qu'on va faire. C'est de dire, en fait, on va te poser des problèmes pour qu'en fait, tu baisses toi-même ton niveau d'excitation. Et après, nous, on va gérer, nous, l'exercice. Nous, on sait que si on le fait trop longtemps, l'exercice, on va générer du stress. On va générer des niveaux hauts de cortisol et des niveaux hauts d'excitation. Donc, on va jouer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on s'arrête. Le chien est obligé de faire autre chose parce que là, du coup, on ne donne plus rien. Donc, peut-être dans un premier temps, s'il n'a pas l'habitude, il va s'exciter. Puis après, il va comprendre qu'il doit faire autre chose. Donc, il va, encore une fois, lui-même baisser son niveau d'excitation. Et après, on va reprendre et on va le faire comprendre. C'est quand tu es calme. C'est quand tu t'en fous que je vais te donner ce que tu as envie, parce que tu en as très, très envie. C'est quand tu t'en fiches que je vais te le donner. Alors que si tu restes à côté de moi pour le demander comme ça pendant 3 heures, vas-y, lance la balle, là, je ne vais pas te le donner, parce que là, du coup, il s'entretient dans son stress, et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est pour gérer la balle. Ensuite, ce qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est un comportement auto-renforcé, si on a un chien, par exemple, qui fait beaucoup de prédation sur les petits animaux, et tout simplement, on va l'attacher quand on se promène, notamment en longe, et on va nous gérer. Il y a un truc, je vais te bloquer. Je ne vais pas t'engueuler, je ne vais pas te frapper. Je vais juste bloquer pour en fait couper le comportement. Puisqu'il est auto-renforcé, plus il se produit, plus il va avoir tendance à produire. Donc moi, je vais couper le comportement et je vais te proposer autre chose. Et il y a certains cas où de temps en temps, on redirige. C'est-à-dire que j'ai un chien qui fait énormément de prédation sur vélo, j'ai une cliente qui vient me voir pour ça dans une semaine. Bon, vu qu'elle a un chien qui fait énormément de prédation, puisqu'elle est relativement dangereuse pour les gens, puisqu'elle prédate les vélos ou que des fois elle prédate des joggers, qu'est-ce que je fais? Vu que la prédation, c'est ce qui l'intéresse, je la bloque, et si elle n'y va pas, je lui lance une balle. Donc, je lui redonne de la prédation, puisque c'est ce qu'elle veut. C'est la récompense. Mais là, du coup, je l'utilise comme récompense. Mais par contre, je vais le gérer. Je ne vais pas lui lancer à perpète les oies, je ne vais pas le lancer trop loin pour continuer à rester sur un niveau d'excitation qui est stable et qui lui permette de réfléchir. Donc, c'est pour ça que moi, mon opinion personnelle sur la prédation, c'est qu'il
il ne faut pas se dire qu'on pourra l'éliminer complètement. Il faut apprendre à la gérer. Il faut apprendre au chien, puisqu'il y aura des éléments dans sa vie qui vont le faire monter en excitation. Il faut lui apprendre à gérer les montées et les descentes d'excitation. Parce que si on ne fait pas ça, si on veut le faire vivre dans une bulle où il n'y a jamais de prédation, le jour où il y en a, on n'a plus aucun contrôle. Parce que là, boum, ça explose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des exercices. Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler, notamment ces exercices-là. Alors après, on peut regarder aujourd'hui si tu peux réorienter la caméra sur Fenrir. Je l'ai amené aujourd'hui pour ça, pour que vous voyez un petit peu ce qui peut se passer. Donc, je te laisse montrer dans quel état il est actuellement. Voilà. Donc là. Donc, on voit qu'on a un chien qui est relativement calme. Alors, attends, parce que là, on n'est que sur Facebook. Et posé. Ah oui, il faut aussi réorienter Instagram. On n'est que sur Facebook. On va essayer de réorienter. Ah, attends, j'y vais, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais. Allez, super. Alors, Instagram, le voilà. Ok, donc on voit qu'on a un chien qui n'est pas dans l'excitation pour l'instant. Alors, on a du monde sur Instagram. Super. Donc, coucou à tout le monde. Eh ben, merci de nous suivre. On n'a pas pu vous répondre, mais c'est sympa. Alors, donc, je te laisse continuer. Alors, je montre. Alors, là, c'est déjà pour montrer les effets qu'un excès de prédation, ça peut avoir. On voit que là, le chien, il est très calme. Si je sors la balle, voilà, on voit tout de suite qu'il s'active. Vous voyez la tête qui n'est plus du tout la même. Si je réoriente les yeux vers ici, si vous avez un peu de reflet, vous verrez qu'on a ce qu'on appelle une midriale, c'est-à-dire une dilatation pupillaire, qui est synonyme d'un très haut niveau d'excitation chez le chien. Okay, je lui montre la balle. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, assis. Okay. Là. Okay. Voilà. Vous voyez qu'on a un chien voilà, là, qui est très attentif à ce qui se passe. Okay, tu la veux? Tiens. Super tête. Doucement. Doucement. La balle revient. Ok, c'est bon. Là, voilà. On voit que même si elle ne va pas vite, hein, on voit qu'il est bien dessus. Ouais. Vous voyez l'excitation, il y a de l'excitation. Comment il la gère? Du coup, là, lui, il va mâcher. Ça va lui permettre de décharger un petit peu cette excitation. C'est aussi parce qu'il ne connaît pas ce jouet. Tu me le donnes, Loulou? Ouais. Ah, voyez comme il est dessus? Vous voyez comme il est sur l'objet? Donc, merci. On s'assoit. Je vais la faire rouler. Voilà. Vous voyez l'état d'excitation? Oui, il part au quart de tour. Hein. Ah, on voit que ça part. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je vais vous mimer un petit peu les exercices. Là, regarde, on va essayer, je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, donc je vais bouger la balle. Donc, vous voyez, là, il regarde la balle. Alors, il ne la connaît pas, hein, c'est pour ça que là, parce que normalement, il connaît l'exercice. Et vous voyez, là, il me regarde. Là, ce n'était pas assez long. Je vais lui demander un petit peu de durée. Oui, et là, je jette. Au moment où il a regardé. Voilà, au moment où il me regarde, je jette. C'est ça l'exercice. Alors, bon, là, je vais lui jeter. Oui. Okay, voilà. C'est pas parti, moi. T'es content? Merci. Merci à toi. Et donc, après, c'est là où on fait un peu les sadiques. Et en gros, l'idée, c'est de faire ça. Vous prenez votre balle, vous faites... Il part. Vous voyez, il est parti. Il se demande où elle est. Après, il me regarde, il fait, bah oui, elle est là. Alors? Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je la relance. Hop. Pareil, il se demande toujours où elle est, donc je ne la lui donne pas. Et il me regarde, ah bah elle est là. Alors, attention. Hop. Vous voyez, là, il commence un peu à réagir différemment. On le voit là? Oui. Ok. Difficilement, mais. Alors après, peut-être réoriente-toi un peu là, tu l'auras peut-être mieux. Ouais. Ok. Avance un peu, voilà. Vous voyez, regardez. Hop. Vous voyez, la réaction diminue. Oui, il commence à apprendre. Il est plus parti. Ok. Attention. Ok. Il bouge plus, oui. Attention. Ah, bien. Voilà. Et là, du coup, il peut l'avoir. Et à la fin, on mixe les deux exercices. Il faut à la fois que le chien ne parte pas sur la balle et à la fois qu'il vous regarde. Et là, on a un chien qui est obligé de se concentrer. Et donc, il va baisser ses niveaux de dopamine. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à gérer un petit peu de la prédation. Vous avez une petite démonstration. C'est fini. Et une chose aussi à apprendre pour tous les chiens, apprendre quand quelque chose est fini. Fenrir, c'est fini. Hop, je pose la balle et j'y touche plus. Donc, on va voir qu'il va rester encore là au moins pendant 2 minutes à me regarder pour dire hey, tu relancerais bien quelque chose. Non? Très bien. Donc là, il se détourne. Il a bien compris son c'est fini. Du coup, on en profite et on lui donne une petite récompense à mâcher. Voilà. Et ça, c'est du calme.
Ça, c'est des activités pertinentes pour des chiens. Voilà, donc là, c'est une oreille séchée. Voilà. On avait prévu pour lui une oreille séchée et là, dans le coin, un sabot. Voilà. Comme ça, il avait de quoi, s'il en avait eu besoin, il avait de quoi, du coup, s'occuper pendant la conférence. Parce que c'est ça qui est important. Que vos chiens, ils puissent gérer souvent leur trop-plein d'énergie. Alors, il y a deux petites choses que je voulais approcher un petit peu sur la fin. Notamment, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question, le problème des chats. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des chiens et des chats, et souvent, des fois, ça ne se passe pas toujours bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien, il peut intégrer qu'une seule espèce en tant que concept, c'est la sienne propre. C'est-à-dire que normalement, un chien qui est correctement socialisé, qui croise un cavalier King Charles ou un dog allemand, il saura que c'est un chien. Voilà, quelle que soit la forme ou la couleur, il saura. Pour les chats et les humains, c'est pas la même chose. Pour les humains, il va mémoriser des types. Par exemple, si un chien n'a jamais vu de femme de sa vie sur la première année de sa vie, le jour où il en verra une, il ne saura pas que c'est un humain. D'accord. Parce que, voilà. Et pour les humains, donc, il va retenir des types. Donc, c'est pour ça que quand vous avez des chiens, on vous dit souvent, il faut qu'ils voient des choses, etc. Par exemple, pour un chien, quelqu'un en uniforme, c'est un distinguo. C'est pas habituel, c'est particulier. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut que les chiens, il faut qu'ils voient des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, etc. Parce qu'ils vont retenir des types de personnes. C'est vrai aussi pour les chats. Ce qui fait que, par exemple, un chien peut tout à fait apprendre que, vu qu'il a un chat blanc à la maison, on ne chasse pas les chats blancs. Ça ne veut pas dire qu'il ne chassera pas les chats marrons. Il peut aussi juste comprendre qu'il ne chasse pas le chat de la maison, mais qu'il peut chasser tous les autres chats. Voilà. Et déjà, la première mission, c'est de lui faire comprendre qu'il ne faut pas chasser le chat de la maison. Donc la première chose, c'est déjà contrôler le plus souvent possible les rapports entre les chiens et les chats et être présent pour empêcher le chien d'activer de la prédation sur le chat. Après, tout dépend toujours. On a un message qui nous dit que ça a coupé. Mince. Marie qui dit que ça a coupé. À partir de quand ça? C'est le son ou le son ou la vidéo qui a coupé? Ou les deux? Alors, est-ce que je peux répondre? C'est quoi qui a coupé? Tac. Envoyé. Alors, mais après, est-ce que ça a coupé sur Instagram ou sur Facebook? Parce que là, on est toujours sur Facebook, ça fonctionne toujours. Et sur Insta, du et coup Instagram, je vais aller voir. C'est que ça doit être Insta, alors. En direct, c'est toujours en direct. Tu peux bouger? Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si sur Instagram, est-ce que c'est le son? Peut-être c'est le son? Est-ce que c'est le son qui a coupé? Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions. Oui, si vous avez des questions, posez-les, on est là pour ça. Voilà, si vous nous entendez, vous pouvez poser vos questions. Ah là, il y a 2 commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors, cela a coupé au moment du cerveau. Plus maintenant, pas de souci. Ah mince! Ah, il y a une bonne partie qui est loupée alors. Hein. Ouais. Surtout si ça a coupé sur comment gérer la prédation, c'est dommage parce que c'était le but. Hein. Ouais. C'est quoi qui a coupé? C'est juste Insta ou c'est les deux? Apparemment, ce serait que Facebook. C'est Facebook qui a coupé? Ouais, c'est bizarre parce qu'en plus, on est en Wi-Fi. Donc, on est bien connecté. Bon, écoutez, s'il y en a qui ont des questions, posez-les, j'en profite et je réponds. Alors voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser parce que. Surtout pour ceux pour qui ça a coupé, posez vos questions. Surtout. Alors, ça avait duré quelques secondes. Ah, super. Bon, ça va. Merci. Quelques secondes, ça. Florent, avant de prendre les questions, si vous avez des questions sur Instagram et Facebook, la dernière slide, c'était les aménagements à éviter. Oui, alors, si ça s'est vu, donc ça, en fait, c'est ce que vous voyez sur la dernière slide, c'est un lanceur automatique de balles. Donc, ça fait exactement ce que je vous ai dit qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire lancer des balles à répétition. Voilà. Donc, moi, je vous conseille très, 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 très vivement
de surtout pas prendre ce type d'objet et plutôt de faire ce qu'on a fait là avec Fenrir, de donner des occupations à vos chiens qui leur permettent soit de se détendre quand on leur fait mâcher des choses, soit de réfléchir avec des jouets d'occupation, par exemple, tout ce qui va être Kong, Pipolino, tout ça, des choses qu'on peut notamment trouver chez Jacques Edouard. Donc voilà, occupez-les plutôt comme ça, plutôt que de leur faire de la prédation. Pour ceux qui me diraient, oui, mais le chien aime ça, eh ben, vous avez tout à fait raison. Moi, si je prends un rail de coke, je vais aimer ça aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour moi. Tu prends de la coke? Non, j'évite. Enfin, pas en public. Non, mais du coup, en fait, l'idée, c'est la même chose. En fait, c'est une drogue. Donc, c'est pareil. C'est à travailler avec parcimonie. C'est comme tout, en fait. C'est avec parcimonie. Après, pour ceux qui ont des chiens de travail, bien sûr, ça s'applique moins. Mais même en vérité, même pour ceux qui ont des chiens de travail, ils savent qu'il faut gérer l'émotion et qu'il faut gérer les niveaux de stress du chien. Et qu'il faut le savoir le faire redescendre. Sinon, on ne peut pas avoir un chien efficace au travail. Après, pour donner un exemple, hein, si vous cherchez, vous verrez que sur Internet, si vous cherchez des images de border collie qui ne sont pas entraînés à faire du troupeau, vous verrez qu'un border collie qui est mis au troupeau et qui n'a jamais fait du troupeau, il blesse des moutons parce qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Il est complètement dans son reptilien, il est complètement dans son système limbique. Et alors là, du coup, c'est n'importe quoi. Donc même pour les border collie qui sont des drogués de la prédation, ils ont, quand ils sont entraînés à faire correctement leur travail, des limites. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'en fait, il faut mettre des barrières et ça, c'est des choses qui se gèrent. C'est pour ça qu'on parle de gestion. Voilà. Et comme la plupart d'entre nous, on a des chiens de travail comme lui, comme les border collie, comme les bergers australiens qui ne travaillent pas, et ben nous, en fait, il faut qu'on mette un grand nombre de stratégies en place pour faire en sorte de satisfaire les besoins du chien en minimisant la prédation, parce que c'est souvent des comportements qui ne sont pas très contrôlés et qui peuvent potentiellement nous poser des problèmes. Par exemple, s'il y a des propriétaires soit de border collie, soit de berger australien, il y en a beaucoup, parce que nous on en a en éduque, beaucoup de gens qui ont des problèmes de pincement. Le chien, dès qu'on marche, dès qu'on court, il va pincer les mollets. En fait, c'est des réflexes de prédation qui sont liés au travail sur troupeau. Donc ça, voilà, il faut apprendre à le gérer. Et du coup, le chien, après, diminue sur ces comportements-là, soit parce qu'on réoriente, soit parce qu'on lui apprend à gérer ses émotions, soit les deux. Et du coup, on peut avoir un chien qui est, du coup, agréable avec tout le monde. Voilà. Bon, eh bien, merci Florent. Un grand plaisir, toujours. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon, je fais une petite parenthèse et je vais faire une pub pour France 2. Ce soir, il y a Envoyé spécial vers 21h, je pense, ouais. Avec Lise Lucet. Ouais. Et ça va être sur les animaux. D'accord. Tu connais le sujet ou pas? Je ne connais pas le sujet exactement. Je sais qu'il y a une vétérinaire en nutrition qui est interviewée. Ouais, c'est intéressant ça. Notamment. Ouais. Mais je sais pas, j'ai vu passer la pub, mais j'ai pas vu exactement le sujet. Okay. Ça va parler de nos amis les animaux. Peut-être ça va dénoncer du marketing à outrance. Voilà, mais comme les émissions d'animaux, c'est relativement rare, à part des chaînes spécialisées. Ouais, c'est important parce que en plus, Envoyé spécial, c'est toujours des reportages qui sont très bien, qui sont fouillés, qui sont bien informés, et généralement avec des professionnels qui sont plutôt compétents, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller voir, je pense. Voilà, donc il semblerait que on n'a pas de questions. C'est que j'ai été clair, alors. Voilà, donc c'était très intéressant. Donc, j'espère que tout le monde a été, comment dirais-je, satisfait, voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant et que tu nous expliquais bien ce qu'était la prédation. Donc, on a prévu des prochaines conférences. Ouais. Alors, la prochaine conférence, c'est dans 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? Je vais vous le dire. En théorie, on l'a ici. Là, voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, prochaine conférence en 3 semaines. Le jeudi 29, toujours à 19h, 19h15.
on va parler de l'hypertype, origine et tendance. Ouais. Donc, tu nous raconteras quoi là? On va parler un petit peu de sélection des chiens et des dérives, en fait. Ça va surtout être ça. Alors, ce sera une conférence plus courte, je pense, mais ce sera un petit peu à quoi vous devez faire attention quand vous choisissez un éleveur, quand vous allez voir des chiens, et quelles sont les conséquences de certaines dérives de sélection qui font qu'on a des chiens qui sont soit facilement malades, soit très facilement Oui, qui ont des incompétents dans leur vie de tous leurs jours, ou même qui sont, dans certains cas, menacés dans leur santé parce qu'on leur crée des physiques qui sont complètement délétères finalement. oui, qui ont des tares. Exact, oui, on peut dire ça comme ça, voilà, qui ont des tares. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Ce sera donc le jeudi 29 juin, à la même heure, 19h. Ensuite, au mois de juillet, 3 semaines plus tard, le 20 juillet, à 19h, on aura une conférence avec toi, toujours les équipements du chien. Ouais. Alors, de quoi tu vas parler? On parlera en fait de tout ce qui va être de tout ce qu'on peut mettre sur un chien, en gros, que ce soit les colliers, les harnais, voilà, les manteaux, voilà, de tout ce type d'équipement qui se trouve un peu partout. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux, etc. On a une question. Oui, avec plaisir. Alors, Marina. Oui. Bonjour Marine. Non, Marina. Marina, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. Alors, Marina nous dit que c'est passionnant, elle te remercie, et elle te dit: ma border bloque sur les chats, mais ne les course pas. Est-ce que c'est quand même une prédation? Oui. Elle est très appréciée des chats pourtant, ils se frottent à elle et jouent même avec elle. Alors, je suis pas chez toi Marina, donc je peux pas voir exactement le chien, mais comme je disais tout à l'heure, dans les phases de prédation, il y a une phase de fixation oculaire. Cette phase de fixation oculaire, elle fait partie des séquences de comportement génétique qu'on a hyper développées chez le border. Les bergers dans l'ancien temps, ils disaient que le border, il hypnotise les moutons parce qu'en fait, il a cette phase justement de fixation oculaire qui est très intense. Donc oui, c'est une séquence de prédation. Après, si elle se bloque sur la suite, du moment que ça ne met pas tes chats mal à l'aise, tant mieux. Après, c'est à toi de voir avec tes animaux. Si tes animaux, ça leur fait rien, bah, tant mieux. Après, il faut savoir aussi que, comme je disais, un border, ça a besoin d'énormément d'activités par jour, beaucoup plus que ce que la plupart d'entre nous, on peut leur donner. Donc, comme tous les bergers, elle surveille. Donc, il se peut qu'en fait, quand elle fait ça, soit elle est sur une phase de prédation où elle pourrait démarrer, ou du coup, elle s'empêche de le faire, soit en fait, elle surveille parce que les borders, ça aime bien surveiller des choses et que du coup, peut-être à un moment, elle dira à un chat, toi, tu n'as pas le droit d'aller là, toi, tu vas là, etc. Parce que c'est ça qu'ils font les borders quand ils gèrent des moutons, c'est qu'ils leur disent ce qu'ils doivent faire. Ce qui est le cas de tous les bergers, ils aiment bien dire un petit peu ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc après, si elle ne poursuit pas, s'il n'y a pas de phase de stress chez tes chats, a priori, il n'y a pas grand-chose à changer. Si par contre, il y a une problématique, si à un moment elle se lance sur un chat et que ce n'est pas apprécié par le chat, parce qu'il y a des fois des chats qui font exprès de déclencher de la prédation chez le chien parce que ça les amuse et que le chien et le chat arrivent à rester dans des rapports qui sont dans le respect de l'un et de l'autre, où du coup ça devient du jeu, alors qui est sur une base de prédation, mais où ça reste tranquillement. Alors moi j'ai vu ça assez rarement, mais je l'ai vu, ça existe. Il y a des chats et des chiens qui se gèrent très bien entre eux et qui arrivent à jouer entre eux, même quand c'est sur des jeux de poursuite. Mais c'est assez rare la plupart du temps. Le chat, c'est une classe de prédateurs qui est aussi une proie, et donc la plupart du temps, ils sont très très stressés par les phases de prédation, parce que, à juste titre, ça les met en danger. Donc voilà, après ça dépend de tes animaux. C'est ça qu'il faut que tu vois. Mais si tu n'as pas l'impression que tes chats ils sont stressés, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste que ta border, elle satisfait un besoin de contrôle en regardant très intensément tes chats. Donc, on a vu que, merci Florent, on a vu que la prochaine conférence, celle du 20 juillet, là, c'est les équipements du chien. Oui. Je ne sais plus, tu avais dit ce qu'il fallait dire pour l'expliquer. Oui, c'est ça. On verra un petit peu tout ce qu'on peut mettre sur un chien, les colliers, les laisses, etc. On parlera des sujets un petit peu polémiques aussi, de tout ce qui est matériel coercitif. On expliquera pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. D'accord. On parlera des manteaux, on parlera des harnais, quel type de harnais pour quel type de chien, pour quel type d'activité, etc. Pareil, ce sera une conférence, ça sera peut-être un petit peu moins fournie, mais très intéressante quand même, parce qu'il y a des fois des erreurs d'équipement qui peuvent coûter cher à des chiens.
Donc c'est important voilà, de savoir ce qu'on peut faire et avec quoi. Et après, donc, on reprendra qu'en septembre. Et la conférence de septembre sera le 21 septembre et ce sera une brève histoire de la domestication. Voilà, alors on abordera un petit peu ce qu'on a abordé très, très légèrement aujourd'hui quand on a abordé les bases des races canines, c'est quels sont les scénarios de la domestication et comment on en est arrivé à avoir les chiens qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc il y a plusieurs scénarios que j'évoquerai. Alors après, les scientifiques sont encore en discussion hein, sur des choses comme ça, donc moi je prendrai pas parti entre guillemets. Mais voilà, l'idée ce sera de comprendre d'où ça vient les chiens D'accord. finalement et pourquoi ils ont cette tête-là aujourd'hui. Alors, donc je reviens sur l'émission de ce soir. Envoyé spécial, c'est toute une émission conçue autour de la passion française pour nos amis à quatre pattes, Mmh. des enquêtes, des reportages et des plateaux inédits, tous consacrés à nos très chers animaux. Et le titre, c'est quand même Le business des animaux de compagnie. OK, 15 millions de chats, 7 millions et demi de chiens. ouais, gros Euh, développement des chats. voilà. Donc, alors, on va vérifier quand même où on est. J'ai perdu le fil. On est Mmh. ici. Voilà Marina, pardon. Donc, j'en profite pour dire que là, j'ai parlé de vacances. Enfin, j'ai pas parlé de vacances, mais que la conférence, il n'y en avait pas au mois d'août. La boutique Jack et Dolly, on ferme uniquement une semaine pour le 15 août, comme toutes les années. Voilà. Florent, toi, tu es disponible. Moi, je reste disponible tout le temps. Alors après, à compter qu'en général, c'est vrai qu'en été, on travaille moins parce qu'il fait trop chaud, tout simplement. Donc, et quand on a des clients avec qui on doit travailler parce qu'on a des grosses problématiques, etc., on s'arrange pour mettre les cours soit tôt le matin, soit tard dans l'après-midi pour essayer de récupérer un peu de fraîcheur. Après, si on a des périodes de canicule où on monte jusqu'à 40 degrés, la plupart du temps, on ne travaille pas parce que tout simplement, c'est trop chaud pour les chiens et qu'on a du mal. Alors après, tout dépend. Quand on a du travail à faire en maison et que c'est climatisé, c'est différent. Mais la plupart du temps, on travaille dehors quand même. Voilà. Après, moi, petit mot à rajouter sur la fin. Ah oui, Petite on a chose oublié aussi, de parler de Wheezy Dog. voilà, que j'ai créé avec un collègue à moi qui s'appelle Wheezy Dog. C'est un réseau social en fait pour les propriétaires de chiens qui fonctionne exactement comme Facebook, sauf qu'en plus dessus, vous aurez pas mal d'infos sur les chiens. C'est très bien fait, vu que c'est moi qui m'en occupe. Et du coup, ben, c'est voilà, donc il y a énormément d'infos, il y aura des fiches techniques sur les chiens, il y a des fiches de races pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les races de chiens. Et donc ça fonctionne comme un Facebook. Voilà, moi je suis dessus, j'ai d'autres collègues éduques qui sont dessus Eh également. bien, Jack et Dolly est Et dessus. Jack et Dolly est dessus, donc justement pour ceux qui ont de temps en temps, s'ils peuvent pas se déplacer, une petite question sur de l'alimentation, Fabrice peut réagir aussi via le réseau. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, il y a plein d'outils qui vont arriver dessus. Alors pour l'instant, je suis encore un petit peu tenu au secret, mais voilà, il y a énormément de choses intéressantes qui vont arriver sur ce réseau. Donc je vous conseille d'aller regarder. Ça s'écrit WIZIDOG. Wheezy Dog. Vous tapez Wheezy Dog sur Google, vous allez trouver tout de suite. Et vous verrez, c'est une interface qui est très proche de celle de Facebook, donc vous pouvez interagir avec des gens, créer des groupes, Ouais. etc. Voilà. Et, L'idée, c'est vraiment de créer de la convivialité et de l'entraide pour tous les propriétaires de chiens. et voilà, moi j'ai trouvé que c'était très bien fait. Ouais, on a la chance d'avoir un très très bon partenaire technique C'est très agréable. voilà, qui nous met à disposition des outils qui sont vraiment super. On aura peut-être bientôt une appli. Ouais, bientôt. Alors, j'ai pas encore la date de sortie, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ça devrait être dans les semaines qui suivent. Donc après, ça va arriver sur l'App Store, ça va arriver sur Google. Vous aurez plein de choses. Ça va vous renseigner aussi sur plein d'infos utiles sur ce qu'il y a autour de chez vous. Enfin voilà, vous verrez, ça va vraiment être super. Ça va être un très bel outil pour tous les propriétaires de chiens. Donc j'espère vous y croiser. Bon, et ben voilà. Merci beaucoup, Florent. Avec grand plaisir, comme d'habitude. On va s'arrêter. Donc, on rappelle, Florent, éducateur canin, chien bleu, et on te retrouve sur chienbleu.fr. Voilà, et sur Wheezy Dog. Sur Wheezy Dog et les réseaux Instagram, Facebook. Voilà, les réseaux Instagram, Facebook, faut pas hésiter, un petit like, chienbleu.éduc. Voilà. Super. Eh bien, au revoir, merci à tous et à dans 3 semaines pour la prochaine conférence. Salut tout le monde, passez une belle soirée. Ciao, ciao.